Elle était certaine qu'il ne s'agissait que d'une fourmilière normale dans son jardin. Mais lorsque les experts arrivèrent et commencèrent à examiner la terre, ils blêmissent immédiatement et ordonnèrent à la femme de se cacher dans la maison sur le champ. Ce qui était caché sous terre s'avéra être bien plus terrifiant qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Abonnez-vous et écrivez dans les commentaires « Oserez-vous » regarder à l'intérieur d'une telle butte. Evelyn Johnson vivait dans sa modeste maison à la périphérie de la paroisse de Saint-Martin en Louisiane depuis près de 15 ans. Ce n'était pas une grande maison, rien de plus qu'une structure en bois patiné à la peinture blanche délavée qui s'écaillait sur les bords. Mais elle était la sienne. Elle l'avait héritée de la famille de son regretté mari après son décès, et bien que par moments elle lui semblât trop grande et trop silencieuse pour une seule femme et son vieux chien, elle était devenue son sanctuaire. Le jardin derrière la maison était sa fierté. Un patchwork de légumes, de fleurs et de petits buissons fruitiers qui l'occupaient pendant les longues soirées humides où l'air semblait assez épais pour être bu. Jardiner n'était pas simplement un passe-temps pour elle, c'était une façon de soigner son esprit après de longs quarts de travail à la clinique locale, où elle travaillait comme infirmière, prenant soin de personnes portant souvent plus de fardeaux que leur corps ne pouvait en supporter. Là-bas, parmi les rangées de tomates, de poivrons, de haricots, et sous le doux parfum des fleurs et des magnolias, elle pouvait oublier l'épuisement qui pesait sur ses épaules et se sentir connectée à quelque chose de stable et de vivant. C'est au cours d'une de ces soirées, alors que le soleil déclinait et répandait de l'or sur l'horizon, qu'elle remarqua pour la première fois la petite butte de terre près du coin le plus éloigné de son jardin. Elle était proche de la clôture où la terre était plus sombre et plus humide, à cause du drainage qui se déversait dans le fossé peu profond au-delà. Au début, elle n'y prêta guère attention, pensant que c'était l'œuvre d'une taupe qui creusait dessous, ou peut-être d'une fourmilière inoffensive, ce qui était courant dans la région. Les jardins de Louisiane regorgeaient de colonies de fourmis, surtout en été lorsque le sol semblait pulser d'une vie cachée. Elle s'agenouilla pour regarder de plus près, balayant quelques brins d'herbe qui avaient poussé autour de la butte. La terre paraissait plus meuble que d'habitude, comme si elle venait d'être retournée par le dessous. Evelyn fronça légèrement les sourcils, mais haussa ensuite les épaules, se redressant pour s'essuyer les mains sur ses gants de jardinage. Il ne servait à rien de s'inquiéter pour quelque chose d'aussi trivial. Le lendemain matin, cependant, lorsqu'elle revint avec son arrosoir, elle remarqua à nouveau la butte. Cette fois, elle semblait légèrement plus grande, sa surface fissurée et inégale, comme si quelque chose en dessous avait fait pression vers le haut. Elle se pencha, pressant ses doigts dans la terre. Elle était étrangement molle, cédant plus rapidement qu'elle ne l'avait prévu. Une légère odeur de moisi s'en dégageait, terreuse et humide, portant le parfum des zones marécageuses qu'elle savait se trouvaient non loin de son quartier. Elle se redressa, retirant ses gants, et marmonna pour elle-même que cela devait être une colonie de fourmis qui remontait. Ce n'était pas inhabituel, même si elle ne se souvenait pas en avoir vu une grandir si vite en une seule journée. Au cours de la semaine suivante, Evelyn devint de plus en plus consciente de la persistance de la butte. Chaque soir, lorsqu'elle revenait de la clinique, elle la trouvait plus grande. La terre de surface semblait labourée et dérangée, comme si des mains agitées avaient griffé dessous. Le petit tas était passé d'une motte de la taille de son poing à quelque chose ressemblant à une colline miniature, de la largeur d'un petit bassin. Elle s'accroupit à côté, tapotant doucement avec une bêche de jardinage, et remarqua que la terre tombait facilement, s'émiettant presque en mottes aérées. Ce qui la frappa le plus, ce fut la texture. Elle n'était pas tassée comme l'étaient habituellement les fourmilières. Au lieu de cela, elle était truffée de minuscules passages, trop petits pour qu'elle puisse y voir, mais suffisants pour suggérer un labyrinthe en dessous. Pourtant, elle se dit de ne pas s'inquiéter. Elle avait vécu assez longtemps en Louisiane pour savoir que la terre grouillait d'insectes et d'animaux, et que la plupart s'occupèrent de leurs affaires tant qu'on ne les dérangeait pas. Elle continua à arroser ses rangs de haricots et à tailler les feuilles flétries de ses tomates. Elle ne pouvait cependant s'empêcher de jeter un coup d'œil à la butte chaque fois qu'elle traversait le jardin, comme si elle avait acquis une présence inquiétante. Un occupant silencieux de son espace qui exigeait d'être reconnu. Son chien, un croisé berger avec plus de gris que de noir sur le museau, semblait le remarquer aussi. Un soir, alors qu'Evelyn se penchait près de son parterre de fleurs, elle vit le chien se tenir à quelques mètres de la butte, les oreilles dressées et le corps tendu. Il grogna doucement, sa queue raide. Evelyn le regarda avec surprise, puis suivit son regard jusqu'à la butte, qui se dressait silencieuse et immuable dans la pénombre. « Ce n'est rien », dit-elle à voix haute,
bien qu'elle se sentît mal à l'aise d'entendre sa propre voix sonner si dédaigneuse. Elle siffla pour appeler le chien, et bien qu'il vînt à contre-cœur à ses côtés, il continuait de regarder en arrière comme s'il se méfiait de quelque chose qu'il pouvait sentir, mais qu'elle ne pouvait pas. À la fin de la 2e semaine, la butte avait doublé de taille. Elle était maintenant trop grande pour être ignorée, s'élevant presque à ses genoux, une protubérance de terre gonflée qui perturbait l'ordre lisse de son jardin. Evelyn essaya de se convaincre qu'il s'agissait simplement d'une colonie de fourmis inhabituellement active. Elle avait lu que les fourmis de feu créaient d'énormes buttes, bien qu'elle n'en ait jamais vu une aussi grande dans son propre jardin. Pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont la terre continuait de bouger qui la faisait hésiter. Certains matins, elle aurait juré qu'elle semblait plus haute qu'elle ne l'était la veille, et l'herbe autour commençait à jaunir comme si elle était drainée de sa vitalité. Elle se souvint des vieilles maximes de sa grand-mère sur la terre, selon lesquelles la terre elle-même était vivante, que parfois elle parlait à travers les signes qu'elle donnait, si seulement on savait les lire. Evelyn écarta cette pensée, mais les mots persistaient comme un écho au fond de son esprit. Elle ne croyait ni aux présages ni aux superstitions. Pourtant, alors qu'elle se tenait là, fixant la butte sous le ciel crépusculaire et humide, elle sentit quelque chose s'agiter en elle, une vague appréhension qu'elle ne pouvait nommer. Cette nuit-là, alors que les cigales ronronnaient bruyamment dans les arbres et que l'air lourd s'accrochait à sa peau, elle se surprit à se réveiller à un son inconnu. Il était faible, étouffé comme le murmure de feuilles sèches que l'on agite. Au début, elle pensa que c'était le vent dans les branches de magnolia à l'extérieur de sa fenêtre, mais lorsqu'elle retint son souffle et écouta, elle réalisa que cela venait de la direction du jardin. Ce n'était pas un bruit fort, pas assez pour l'alarmer complètement, mais il y avait un rythme, un déplacement constant, comme si quelque chose bougeait sous la terre. Evelyn s'assit dans son lit, le cœur battant plus vite, mais après un long moment, le son s'estompa, ne laissant que le bourdonnement des insectes à l'extérieur. Elle se recoucha, fixant l'obscurité, incapable de se défaire de l'image de la butte montant et descendant lentement comme si elle respirait. Le lendemain matin, elle retourna au jardin, et effectivement, la butte avait encore grossi. Elle était maintenant accompagnée d'une plus petite élévation de terre, à quelques mètres de distance, subtile mais distincte, comme un frère ou une sœur en devenir de la plus grande butte. Evelyn pinça les lèvres, un malaise lui picotant la nuque. Peut-être qu'il était temps de faire quelque chose, et pensa-t-elle, bien qu'elle hésitât encore à admettre que cela pouvait être un vrai problème. Elle s'agenouilla et toucha à nouveau la terre, sentant son étrange mollesse, et se dit qu'elle s'en occuperait avant que cela ne s'étende davantage. Pour l'instant, cependant, elle essaya de mener sa journée, même si la butte restait fixée dans ses pensées. Alors qu'elle s'occupait de ses patients à la clinique, distribuant des ordonnances et échangeant des pansements, elle se surprit à penser à son jardin. Elle pouvait imaginer la terre bouger silencieusement, s'étendre quand elle n'était pas là pour regarder. L'image la troublait, mais elle la repoussait à chaque fois, déterminée à ne pas laisser son imagination prendre le dessus. Pourtant, dans le calme du soir, lorsqu'elle se tenait à la fenêtre de sa cuisine, regardant son jardin, elle sentit un frisson malgré la chaleur. La butte se dressait là comme une invitée non désirée, patiente et insistante, grandissant à son propre rythme secret. Evelyn ne pouvait pas savoir alors que la montée silencieuse de la terre allait bientôt marquer le début de quelque chose qui changerait sa vie entièrement. Les jours suivant sa découverte de la 2e, petite élévation dans le sol troublèrent Evelyn plus qu'elle ne voulait l'admettre. La butte était devenue une fixture dans sa vie, comme si ce n'était pas simplement un phénomène naturel, mais une entité en soi, une présence silencieuse qui attirait ses yeux chaque fois qu'elle sortait. Son chien ne s'approchait plus du tout. Il lui faisait un large détour, s'arrêtant parfois pour grogner bas dans sa gorge, les poils de son dos se hérissant comme pour la prévenir de quelque chose qu'elle refusait d'admettre elle-même. Evelyn se mit à rire nerveusement en le regardant, parlant à voix haute dans le silence lourd de son jardin pour se rassurer, elle et l'animal, que ce n'était que de la terre et des insectes, rien de plus sinistre, mais ses propres mots sonnaient faux, manquant de conviction. La butte grandissait, et prétendre le contraire ne calmait plus ses nerfs. Au début, elle résolut de s'attaquer au problème, avec les méthodes simples et pratiques qu'elle avait vues ses voisins utiliser lorsque des fourmis ou des animaux fouisseurs causaient des problèmes dans leur pelouse. Elle traîna le tuyau d'arrosage à travers le jardin, le déroulant avec une secousse déterminée de son poignet. La chaleur estivale pesait déjà lourdement.
la sueur se formant sur son front, tandis qu'elle tournait le bec métallique et regardait l'eau décrire un arc dans l'air, scintillant sous le soleil avant d'éclabousser la butte. Au début, la terre devint sombre et glissante, mais elle remarqua rapidement que l'eau ne se comportait pas comme elle s'y attendait. Au lieu de cela, elle disparut presque instantanément, aspirée par la terre avec un faible sifflement. C'était comme si le sol sous la butte buvait goulûment, avalant gallon après gallon sans résistance. Elle continua d'arroser, se mordant la lèvre tandis que la surface du sol s'effondrait sur elle-même, formant de minuscules dolines ou trous déviés. Pourtant, peu importe combien de temps elle arrosa, la butte refusa de s'effriter. Elle semblait plutôt absorber l'inondation comme des lèvres assoiffées absorbent l'eau fraîche. Quand elle coupa enfin l'eau, haletante sous la chaleur, la butte paraissait humide et cassée par endroits. Mais le lendemain matin, elle semblait non pas affaiblie, mais étrangement renforcée, la terre tassée plus fermement et se tenant plus haut qu'auparavant. Elle essaya à nouveau le soir suivant, cette fois avec plus de force. Elle enfonça le bec du tuyau directement dans le sommet de la butte, forçant l'eau à pénétrer profondément. La terre céda facilement, s'effondrant en poche d'air en dessous. Elle se pencha, regardant l'ouverture et pensa avoir capté une odeur nauséabonde flottant vers le haut. Une odeur organique et moisie, comme des feuilles en décomposition mélangées à quelque chose de plus âcre. Elle eut un haut le cœur discret et recula, mais se força à continuer d'arroser. L'eau gargouilla et disparut dans des chambres cachées, et elle réalisa avec une vive pointe de peur que la butte n'était pas un simple tas de terre, mais faisait partie d'un système creux, un labyrinthe dissimulé sous son jardin. Elle se retira enfin, coupant l'eau, et resta là, fixant la terre assombrie, jusqu'à ce que la lumière du soir s'estompe. Le lendemain, la butte avait séché, la surface du sol dure et fissurée, et elle était visiblement plus haute à nouveau. Elle jura à voix basse, un son rare émanant de ses lèvres. Le sentiment d'impuissance siégeait comme une pierre dans sa poitrine. Elle ne pouvait supporter l'idée que quelque chose s'empare de son jardin, ce lieu unique où elle ressentait contrôle et réconfort. Elle décida donc de combattre plus fort. Elle alla chercher sa bêche, un outil bien utilisé avec un manche en bois poli par des années de travail, et la frappa dans la butte. La terre s'ouvrit avec une facilité alarmante. Elle était meuble, aérée, truffée de vide. Elle creusa plus profondément, et à chaque poussée de la lame, le sol semblait s'effondrer plus rapidement, comme s'il avait été sapé bien en dessous de la surface. Elle écopa une pelletée de terre et la trouva criblée de fins trous. Des centaines de minuscules passages perçaient comme des veines. Elle s'accroupit, essayant d'apercevoir ce qui pouvait se trouver en dessous, mais seule l'obscurité l'accueillit. Le silence l'énervait, car elle s'attendait à voir des fourmis grouiller furieusement après avoir été dérangées. Pourtant, il n'y avait rien au début, seulement l'immobilité, comme si la colonie en dessous retenait son souffle. Elle recula, essuyant la sueur et la terre de son front, quand un léger frisson traversa la butte. La surface sembla trembler très légèrement, et elle laissa tomber la bêche avec un gasp aigu. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Ses rêves étaient fragmentés, remplis de l'image de tunnels creux sous ses pieds, s'étirant sans fin comme les os d'un géant enterré sous la terre. Elle se réveillait souvent, entendant des bruits qu'elle ne pouvait définir, un bruissement lointain, une vibration étouffée venant toujours du jardin. À l'aube, elle sortit avec son café et se figea à la vue qui se présentait à elle. La butte se dressait plus haute que jamais, plus large à la base, et à côté d'elle, 2 nouvelles élévations avaient fait leur apparition. Plus petites, certes, mais indéniables. Elles semblaient avoir poussé pendant la nuit comme des champignons après la pluie. Evelyne pinça les lèvres, ses doigts serrant la tasse jusqu'à ce qu'elle se brûle les paumes. Elle avait combattu avec l'eau et l'acier, et pourtant les buttes s'étaient multipliées. Elle refusa toujours de céder. En rentrant du travail, elle s'arrêta à la quincaillerie et acheta un contenant de poudre insecticide, le genre spécifiquement annoncé comme efficace contre toutes sortes de fourmis. Elle retourna au jardin au crépuscule, dispersant les granulés blancs sur la surface de la butte, s'assurant qu'ils poudraient les ouvertures et les crevasses. Elle en saupoudra aussi sur les plus petites élévations, ses mains tremblantes malgré son effort pour rester stable. La poudre brillait faiblement dans la lumière déclinante, comme du givre s'accrochant à la terre sombre. Satisfaite, elle recula, se frottant les mains. Cela y mettrait sûrement fin. Sûrement que le matin, la colonie serait affaiblie et effondrée. Mais son espoir se dissipa presque immédiatement. Quelques minutes après que la poudre se fut déposée, le mouvement commença. La terre frémit, bougea, puis une marée d'insectes jaillit des ouvertures. Au début, ils ne semblaient pas différents des fourmis ordinaires,
de petits corps brun-rouge se précipitant furieusement à la surface. Mais ils venaient en si grand nombre que la terre elle-même semblait ramper. Ils envahirent la poudre, l'emportant, la dispersant comme si ce n'était rien de plus que de la poussière sur leur passage. Leur mouvement était frénétique, intentionnel, et Evelyn sentit son souffle se couper dans sa gorge lorsqu'elle réalisa qu'il n'était d'eau pas dissuadé, mais agité. Elle trébucha en arrière, manquant de tomber sur le tuyau d'arrosage enroulé à ses pieds, son cœur martelant tandis qu'elle regardait la terre monter. La vue la remplit d'une terreur primale profonde. Cette nuit-là, les bruits devinrent plus forts. Depuis son lit, elle entendait le crépitement distinct de d'innombrables petits corps se déplaçant sous la terre. Le son lui rappelait du papier sec se déchirant lentement encore et encore, ou un tissu lourd traîné sur le sol. Le chien refusa d'entrer, faisant les 100 pas sans repos à la porte arrière, gémissant bas et plaintivement. Evelyn resta éveillée, fixant le plafond, sa peau hérissée de malaise. Le poids de l'impuissance pesait plus lourd que jamais. Elle avait essayé l'eau, elle avait essayé de creuser, elle avait essayé le poison et tout avait échoué. Pire, son effort semblait seulement provoquer la colonie cachée à une plus grande activité. Aux premières heures du matin, lorsque l'air était lourd de brume et le monde encore gris, elle se leva et sortit pieds nus jusqu'à la porte arrière. À travers la vitre, elle pouvait voir les buttes, leurs formes menaçantes comme des ombres dans la lumière pâle. La plus grande s'était élargie, sa surface ouverte pour révéler des cavités plus profondes. Les 2 buttes plus petites avaient gonflé, égalant presque la première, et au-delà d'elle, éparpillée dans le jardin, elle crut discerner encore quelques faibles élévations, comme si l'infestation s'étendait sans contrôle. Se multipliant sous ses pieds même, elle posa une main sur le cadre de la porte, son souffle s'échappant de ses poumons en un chuchotement tremblant. Evelyn n'avait jamais été une femme sujette à la panique. Elle avait élevé des enfants, pris soin de parents mourants, supporté de longs quarts de travail à la clinique où les urgences étaient constantes, et le sang-froid était une nécessité. Mais maintenant, à l'aube tranquille, elle ressentait une peur rare et dévorante. Ses tentatives pour affirmer son contrôle sur la terre avaient complètement échoué. Quelle que soit la force qui vivait sous le sol, elle était plus forte, plus nombreuse, plus implacable qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas simplement un désagrément, c'était une menace. Elle ne pouvait plus se convaincre qu'elle avait affaire à des fourmis ordinaires. Elle ne pouvait plus ignorer la façon dont le sol semblait vivant, gonflant et pulsant d'un rythme caché. Alors que le soleil commençait à se lever, projetant sa lumière sur son jardin, Evelyn prit sa décision. Elle ne pouvait pas combattre cette chose seule. Elle ne pouvait plus laisser sa fierté obstinée l'aveugler. Son jardin, son sanctuaire, était devenu un lieu de menace, et sa sécurité était en jeu. Elle allait appeler à l'aide. Elle ferait venir ceux qui avaient les connaissances et l'équipement qu'elle n'avait pas. Pourtant, même en prenant la résolution de passer l'appel, elle ne pouvait se défaire du poids lourd dans sa poitrine. Le sentiment que tout ce qui habitait sous le sol était bien au-delà de tout ce que le contrôle des nuisibles ordinaires avait pu rencontrer. Et alors qu'elle se détournait de la fenêtre, ses yeux s'attardant une dernière fois sur la forme agitée des buttes, elle sentit la certitude rampante qu'elle avait déjà trop attendue. La décision d'appeler à l'aide persistait dans l'esprit d'Evelyn, toute la nuit suivant sa dernière tentative futile de combattre l'infestation. Elle était restée éveillée à nouveau, écoutant le bourdonnement agité qui semblait provenir de la terre même sous son jardin. Il était plus fort maintenant, incontestable, une sorte de vibration chuchotante qui parfois s'amplifiait au point que les planches de son plancher semblaient trembler légèrement. Au matin, ses nerfs étaient à vif, ses yeux rouges par le manque de sommeil, et pourtant elle se leva comme toujours, mit ses chaussons et alla à la porte arrière pour regarder dehors. Ce qu'elle vit lui noua l'estomac. La seule grande butte s'était transformée en une vaste colline inégale qui s'étendait dans le coin du jardin, mais elle n'était plus seule. Tout autour, dispersées à des distances irrégulières, de nouvelles buttes s'étaient relevées. Elles étaient plus petites, mais manifestement du même genre, leur surface fissurée et perturbée comme si quelque chose en dessous avait violemment remué pendant la nuit. Evelyn en compta au moins une douzaine, certaines pas plus grandes que sa chaussure, d'autres déjà à hauteur de genoux. Elles s'étendaient dans toutes les directions, empiétant sur ses parterres de fleurs, ses rangées de légumes, et même sur la terrasse, où elle s'asseyait parfois le soir. C'était comme si la terre elle-même avait été infectée, et que l'infestation rampait inexorablement vers sa maison. Son chien se tenait les pattes rigides sur le porche, le poil hérissé, un grognement bas vibrant dans sa poitrine.
Il refusait de descendre dans l'herbe, ses oreilles plaquées en arrière et sa queue rigide. Evelyn jeta un coup d'œil vers lui et vit dans sa posture tendue le reflet de sa propre peur inexprimée. Les animaux sentent souvent le danger bien avant que les gens ne l'admettent, et elle n'avait aucun doute maintenant que ce qui vivait sous sa terre était plus qu'un désagrément. C'était une présence qui troublait l'air même autour d'elle. Rassemblant le courage qu'elle put, Evelyn descendit du porche et s'approcha de la plus grande butte. Le soleil du matin filtrait à travers le jardin, projetant des ombres profondes dans les fissures qui marquèrent sa surface. Elle s'accroupit prudemment, se penchant de près, et vit la terre bouger très légèrement, monter et descendre comme si elle respirait. Un frisson parcourut son corps, et elle tendit instinctivement la main vers la bêche qu'elle avait laissée planter dans le sol à proximité. Avec des mouvements lents et délibérés, elle poussa la butte, la pointe de la bêche s'enfonçant facilement dans la terre meuble. Dès que la terre fut perturbée, la surface sembla onduler. De fines particules de terre s'effritèrent, puis vint un léger bruit de crissement de l'intérieur. Evelyn recula brusquement, le cœur battant la chamade, et à cet instant, une poignée d'insectes jaillit d'une des fissures. C'étaient des fourmis, oui, mais pas comme les petites fourmis noires qui envahissaient les cuisines, ni les rouges qu'elle avait vues mordre les chevilles lors des pique-niques. Celles-ci étaient plus grandes, leur corps d'un brun rougeâtre foncé qui luisait au soleil, leurs mandibules pointues et agitées. Elles se déplaçaient avec une coordination terrifiante, s'écoulant de l'ouverture en une ligne de fil, se déversant sur la butte et sur l'herbe. Evelyn chancela en arrière, serrant la bêche comme une arme. Mais les insectes ne la poursuivirent pas loin. Ils grouillèrent sur la surface de la butte, agités, transportant des grains de terre dans leurs mâchoires et se précipitant dans les fissures. Ce n'était pas une frénésie insensée, mais une réponse organisée, comme si sa sonde avait déclenché une mesure défensive. En les regardant travailler à l'unisson, elle sentit le frisson de la reconnaissance. Ce n'était pas juste une colonie, c'était une vaste machine intelligente composée d'innombrables petites pièces. Elle s'enfuit vers le porche, le souffle court, et tira son chien à l'intérieur avec elle. De la fenêtre de la cuisine, elle continua à regarder, appuyant ses paumes à plat sur le comptoir pour se stabiliser. Les fourmis disparurent à nouveau sous la terre, mais les buttes continuèrent de frémir, de faibles vibrations qui envoyaient des filets de terre dégringoler sur leurs flancs. Elle ne pouvait échapper à l'impression que le sol sous sa maison était creux, truffé de tunnels qui s'étendaient bien au-delà de son jardin. Plus tard dans la journée, alors qu'elle essayait de se distraire avec des tâches ménagères, Evelyn remarqua quelque chose d'encore plus alarmant. Les plantes les plus proches des buttes gargouillaient. Ces plants de tomates, autrefois forts et verts, pendaient mous, leurs feuilles s'enroulant et jaunissant malgré son arrosage attentif. Les haricots pendaient contre leur tuteur, et les œillets d'Inde qu'elle avait plantés comme bordure joyeuse avaient perdu leur éclat. S'agenouillant pour toucher la terre près des racines, elle la trouva étrangement sèche, friable, comme si elle était drainée de son humidité. La réalisation s'installa lentement mais inexorablement. Ce qui vivait dessous aspirait la vie de la terre elle-même, se nourrissant de la substance du sol et laissant la surface stérile. À la deuxième nuit, son malaise s'était transformé en effroi. Les bruits dans l'obscurité n'étaient plus faibles, mais insistants. Un crépitement agité qui semblait se propager sous toute la cour. Parfois, elle pensait même sentir son lit vibrer doucement, comme si le réseau invisible en dessous était en expansion. Se reconfigurant, elle resta assise droite pendant des heures, serrant une lampe de poche, bien qu'elle sache qu'aucun faisceau de lumière ne pourrait pénétrer le sol pour révéler ce qui s'y cachait. Le chien était à ses pieds, gémissant doucement, et refusait de la quitter. Le lendemain matin, elle testa le sol avec des pas prudents, s'aventurant juste assez loin pour voir que l'infestation avait progressé à nouveau. De nouvelles buttes parsemaient le côté éloigné de la cour, plus proche maintenant de la rangée de légumes, formant une constellation sinistre qui s'élargissait chaque jour. Elle pensa aux voisins au-delà de la clôture et se demanda si le réseau de tunnels ne s'étendait pas déjà sous leur propriété aussi, invisible. L'idée que cela se propage sans contrôle remplissait son esprit d'une terreur maladive. Dans une dernière tentative désespérée d'affirmer son contrôle, Evelyn récupéra le contenant de poudre insecticide qu'elle avait acheté et en dispersa davantage sur les nouvelles buttes. Cette fois, la réaction fut immédiate et violente. Des fourmis se déversèrent de la terre en un torrent sifflant, se précipitant sur ses chaussures et remontant ses jeans. Elle cria et recula en titubant, frappant ses chevilles, son cœur martelant tandis que les insectes grouillaient en vagues coordonnées.
Elle se retira vers la sécurité du porche, tremblant de choc, et regarda comment ils emportèrent la poudre grain par grain, neutralisant ses efforts avec une efficacité glaciale. Ce n'était pas simplement que le poison avait échoué, c'était que la colonie s'était adaptée, comme si elle anticipait ses mouvements et y répondait. Evelyn se barricada à l'intérieur, tirant fermement les rideaux, bien que la lumière du jour continue de filtrer par les interstices. Elle s'assit à sa table de cuisine, les mains tremblantes autour d'une tasse de café refroidi, et admit ce qu'elle avait trop longtemps résisté. Ce n'était pas un problème ordinaire, pas un désagrément domestique qu'elle pourrait résoudre avec des outils et de la détermination. Elle avait épuisé toutes les méthodes qu'elle connaissait, et toutes avaient échoué. L'infestation se propageait plus vite maintenant, se nourrissant de sa terre, devenant plus audacieuse à chaque heure qui passait. La peur qui la rongeait tranquillement au début montait maintenant ouvertement dans sa poitrine, indéniable et dévorante. Alors que le crépuscule tombait et que les vibrations sous sa maison revenaient avec une force renouvelée, Evelyn savait qu'elle ne pouvait plus retarder l'inévitable. Elle devait appeler à l'aide immédiatement. Et pourtant, même en tendant la main vers le téléphone, elle ne pouvait se défaire de la terrible certitude que quels que soient les professionnels qui arriveraient pour enquêter, ils découvriraient quelque chose de bien pire qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les changements dans son jardin n'étaient pas simplement troublants, ils étaient un avertissement, et elle craignait profondément qu'il ne soit déjà bien trop tard. Evelyn n'avait pas touché à son petit déjeuner. L'assiette d'œufs intacte était depuis longtemps refroidie et durcie sur la table, mais elle le remarquait à peine. Ses mains étaient jointes, les doigts si serrés que ses jointures étaient blanches, et elle restait assise, fixant le petit écran de son téléphone comme si elle voulait qu'il compose le numéro tout seul. Toute la longue nuit, elle avait écouté le cœur dérangeant sous sa cour, le déplacement agité, le faible son de déchirement comme si la terre était arrachée, l'impression étrange que le sol même entourant sa maison était vivant. Elle s'était réveillée de rêves troublés plus d'une fois, le cœur battant la chamade, convaincue d'avoir senti le plancher vibrer doucement, comme si la maison elle-même était prise dans la lente respiration de quelque chose de monstrueux enfoui en dessous. Maintenant, dans la lumière grise de l'aube, elle ne pouvait plus reporter la décision. Ses efforts avaient échoué. Son jardin était en train d'être consommé. L'infestation se propageait. Elle était en danger. Le téléphone lui parut lourd dans sa main, alors qu'elle le levait enfin et composait le numéro du service local de contrôle des nuisibles. Elle l'avait mémorisé la veille, mais avait retardé, s'accrochant bêtement à l'espoir que la lumière du matin lui montrerait que les choses n'étaient pas si graves, qu'elle n'avait peut-être pas exagéré dans son épuisement. Pourtant, lorsqu'elle avait tiré les rideaux quelques instants plus tôt, la vue lui avait coupé le souffle. La plus grande butte s'était étendue comme une marée montante. Son volume était maintenant 3 fois plus grand qu'il y a seulement quelques jours. Autour d'elle, les plus petites buttes s'étaient multipliées à nouveau. Là où hier elle en comptait peut-être une douzaine, il y en avait maintenant beaucoup plus, certaines n'étant que de faibles élévations dans l'herbe, mais d'autres gonflant rapidement pour devenir de nouvelles buttes. Elle rampait, plus près de la terrasse, des parterres de fleurs, et même de la base des marches menant à son porche. La terre tout autour d'elles était perturbée, fissurée et mouvante, comme si elle était criblée d'espaces creux. Cela ressemblait moins à un jardin maintenant qu'à la surface d'un terrain étranger, balafré et dérangé. Quand l'appel fut connecté, une voix féminine calme lui répondit, demandant comment elle pouvait aider. Evelyn essaya d'expliquer, bégayant dans son empressement. Elle parla de buttes, de terre qui avalait l'eau et refusait de s'effondrer, de vibrations étranges et de bruits la nuit, d'insectes plus gros et plus agressifs que tout ce qu'elle avait vu. Il y eut un silence de l'autre côté pendant un moment, avant que la voix ne réponde d'un ton soigneusement égal, demandant si elle était certaine qu'il ne s'agissait pas simplement de fourmis de feu, qui étaient courantes et dangereuses mais pas inhabituelles dans la région. Evelyn insista, sa voix s'élevant, que c'était quelque chose de différent, quelque chose de pire, que l'infestation se répandait sur toute sa cour en l'espace de quelques jours. Elle pouvait entendre le doute dans la voix de l'opératrice, pouvait presque imaginer le sourcil levé, le léger sourire réservé aux personnes sujettes à l'exagération. Mais le désespoir lui donna de la force, et elle les supplia de venir vite, d'envoyer une équipe ce jour-là, ce matin si possible. Finalement, l'opératrice promit d'envoyer quelqu'un dans les 24 heures. La promesse n'était pas suffisante pour apaiser le cœur battant d'Evelyn, mais elle l'accepta, remercia et mit fin à l'appel.
Le téléphone glissa de ses mains tremblantes sur la table, où il tomba avec un tude sourd. Elle posa ses paumes sur son visage, prenant de longues respirations tremblantes. C'était fait, elle avait appelé à l'aide. Elle ne pouvait plus gérer cela seule. Pourtant, même si le soulagement vacilla faiblement dans sa poitrine, l'effroi l'étouffa rapidement. Elle ne pouvait se défaire de l'image de la terre qui bougeait, se multipliait, respirait, et elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'au moment où les experts arriveraient, il serait bien trop tard. Le reste de la journée passa dans un brouillard de tension. Evelyn essaya de vaquer à ses occupations, mais chaque tâche était interrompue par l'envie constante de regarder dehors. Chaque fois qu'elle regardait, elle pensait que les buttes paraissaient plus grandes, bien qu'il fût difficile d'en être sûre. Elle voyait le chien faire les 100 pas sans repos de fenêtre en fenêtre, gémissant lorsqu'il apercevait le jardin, son corps tendu de peur. Elle ne pouvait plus le persuader de sortir dans la cour, pas même pour se soulager. Quand le crépuscule tomba, les bruits revinrent plus forts que jamais. Elle s'assit dans son salon, toutes les lumières éteintes, serrant une lampe de poche sur ses genoux, les rideaux tirés fermement sur les fenêtres. Mais les sons traversèrent les murs quand même. Le crépitement étouffé de la terre qui bougeait, le faible bourdonnement comme un chœur de voix invisibles. Parfois, il y avait une vibration sous ses pieds, si constante et profonde qu'elle semblait résonner dans ses os. Le sommeil était impossible. Elle passait de chaise en chaise, de pièce en pièce, écoutant toujours, sentant toujours comme si la terre elle-même allait s'effondrer. À un moment donné, aux premières heures du matin, elle pensa avoir vu un mouvement dehors, une ondulation à travers la pelouse, comme si la terre elle-même bougeait sous une vague invisible. Sa gorge se serra d'horreur. Elle referma le rideau et pressa son dos contre le mur, son cœur battant follement. Quand l'aube se leva enfin à nouveau, Evelyn était épuisée, mais résolue. Elle sortit prudemment sur son porche, l'air lourd d'humidité et le ciel pâle de la lumière matinale. Son chien la suivit à contre-cœur, collé à ses jambes, la tête baissée. Elle inspecta la cour et faillit halter. La plus grande butte était monstrueuse maintenant, presque aussi haute que sa taille. Sa surface était ouverte comme une coquille brisée, pour révéler des cavités sombres à l'intérieur. Les plus petites buttes avaient gonflé pendant la nuit, s'élevant en amas inégaux, et de nouvelles parsemaient l'extrémité éloignée de la cour, près de la clôture. Elle pouvait voir l'herbe s'amincir entre elles. La terre était craquelée et pâle, et dans certains endroits, le sol semblait s'affaisser, laissant des dépressions peu profondes. Alors qu'elle restait là, fixant, le sol sous la butte la plus proche bougea visiblement, envoyant une ondulation de terre meuble glisser sur son flanc. Une soudaine explosion de fourmis jaillit, un torrent brun-rouge sifflant qui s'étendit sur le sol en mouvement coordonné. Evelyn recula en titubant, son souffle coupé. Elles ne la poursuivirent pas, mais leur nombre seul lui donnait le vertige. Elle bougeait comme un seul organisme vivant, chaque individu guidé par la même pulsion implacable. Elle se retourna et se précipita à l'intérieur, claquant la porte et la verrouillant comme si un simple loquet pouvait les tenir à l'écart. À la mi-matinée, elle faisait les 100 pas dans sa cuisine, regardant par la fenêtre toutes les quelques minutes. Ses nerfs étaient à fleur de peau. Chaque fois qu'elle regardait dehors, les buttes semblaient plus grandes, plus proches. Elle imaginait le tunnel s'étendant sous sa maison, sous ses pieds, sapant la fondation même. Elle posa ses paumes à plat sur le comptoir pour se stabiliser, chuchotant à voix haute que les experts viendraient, qu'ils avaient promis, qu'elle n'avait qu'à attendre. Mais la patience était impossible lorsque chaque bruit semblait un avertissement, chaque tremblement une promesse d'effondrement. Quand le téléphone sonna enfin, elle faillit le laisser tomber dans sa hâte de répondre. La même voix calme l'informa qu'une équipe avait été dépêchée et était en route, attendue dans l'heure. Le soulagement et la terreur se mêlaient dans sa poitrine, car elle était reconnaissante qu'ils viennent, mais une partie d'elle craignait ce qu'ils pourraient trouver, ce qu'ils pourraient confirmer sur le cauchemar sous sa terre. Elle les remercia à nouveau, sa voix tremblante, et mit fin à l'appel. Elle s'assit ensuite près de la fenêtre, fixant les buttes qui avançaient, son cœur battant au rythme des vibrations invisibles en dessous. Elle ne ressentait aucune jubilation, aucun sentiment de victoire d'avoir enfin demandé de l'aide. Au lieu de cela, elle se sentait comme une femme assise dans une forteresse assiégée, attendant des sauveteurs qui pourraient déjà être trop tard. Alors que les minutes s'étiraient et que les sons sous la terre devenaient plus forts, Evelyn réalisa que son jardin, autrefois son refuge et sa fierté, était devenu un paysage étranger qu'elle ne reconnaissait plus. La terre n'était plus de la terre. C'était un voile tendu sur quelque chose de vaste et d'insatiable, quelque chose qui avait réclamé sa maison comme son territoire.
Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était d'attendre, sachant que chaque moment de retard signifiait que l'infestation devenait plus profonde, plus large, plus forte. L'appel urgent qu'elle avait passé n'était pas seulement un appel à l'aide, c'était une confession de défaite. Et bien qu'elle ne puisse encore le savoir, l'arrivée des experts marquerait non pas la fin de sa terreur, mais son véritable début. L'air autour de la maison d'Evelyn devint plus lourd à mesure que les heures passaient. Les experts n'étaient pas partis, mais leur présence n'offrait aucun réconfort. Leur camion était au ralenti près du bout de l'allée, son moteur un grondement sourd sous le bourdonnement des cigales qui commençaient à se faire entendre avec la chaleur du jour. À travers les fentes de ses rideaux, elle les voyait marcher d'un pas lent, parlant dans leur radio, jetant occasionnellement des regards rapides et inquiets vers les buts. Elle comprenait à leur visage que ce qu'ils avaient découvert sur l'écran les avait profondément secoués. Ils avaient essayé de masquer leur peur au début, parlant sur un ton professionnel et bref, mais la vérité ne pouvait être cachée. Ce n'était pas un nid ordinaire, pas un problème résolu avec des pulvérisations et des poisons. C'était quelque chose de bien plus grand. Quelque chose de vivant et de grandissant sous la terre même de sa propriété, et c'était assez dangereux pour faire reculer des hommes qui se targuaient de gérer les infestations et appelaient à l'aide. À la mi-journée, d'autres véhicules commencèrent à arriver. Le premier était un Vus noir avec des marquages d'État sur le côté, suivi d'un camion transportant de l'équipement qu'elle ne pouvait nommer. Des hommes en uniforme en sortirent, certains portant des mallettes, d'autres portant des sacs lourds. Ils ne souriaient pas, ne se saluaient pas de manière décontractée, mais se déplaçaient avec la précision tendue de personnes convoquées pour une crise. Evelyn regarda depuis l'étroit espace de ses rideaux, tandis qu'ils se dispersaient autour de la cour, examinant la scène. Les buttes semblaient encore plus grandes qu'elles ne l'étaient ce matin, leur surface fissurée comme une terre volcanique, la terre bougeant comme si elle était remuée par des marées invisibles depuis le dessous. L'un des responsables, une femme en uniforme vert foncé, se pencha pour examiner le sol près de la plus grande butte. Elle portait des gants épais et des lunettes, et chacun de ses mouvements était prudent, délibéré. Evelyn ne pouvait pas entendre ce qu'elle disait, mais elle vit Richard s'avancer et répondre, faisant des gestes vers l'équipement qu'ils avaient abandonné plus tôt. Les responsables hochèrent gravement la tête, et d'autres hommes commencèrent à décharger des appareils supplémentaires de leurs véhicules. Bientôt, la cour fut garnie d'étranges machines, de scanners radars, d'imageurs thermiques, de cylindres lourds qui luisaient métalliquement au soleil. Le chien aboya soudainement, un son profond et frénétique, et Evelyn le tira en arrière de la fenêtre. Son propre pouls tonnait dans ses oreilles. Elle pouvait voir les visages des hommes et des femmes alors qu'ils étudiaient les lectures, et elle savait d'après la rigidité de leurs mâchoires, de la façon dont leurs voix se tendaient, que la situation était pire qu'ils ne l'avaient prévu. Elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer les tunnels sous sa maison, s'étendant de plus en plus loin, reliant des chambres remplies de vie grouillante. Elle pensa au sol se creusant jusqu'à ce qu'il s'effondre sous ses pieds, sa maison s'enfonçant dans une masse vivante d'insectes. La pensée lui tordit l'estomac et lui fit transpirer les paumes. Alors que le soleil commençait à se coucher vers l'horizon, l'un des responsables s'approcha de son Porsche. Il était grand, les épaules larges, avec un visage buriné et une expression qui ne laissait place à aucune discussion. Quand elle ouvrit la porte, prudemment, il parla fermement. « Madame, nous avons besoin que vous restiez à l'intérieur de votre maison. C'est une situation dangereuse. Nous avons contacté des agences supplémentaires pour la contenir. Tant que nous ne vous donnerons pas le feu vert, ne sortez pour aucune raison. » « Comprenez-vous » Evelyn hocha la tête, muette. Sa gorge était sèche, ses lèvres raides. L'homme lui fit un signe de tête bref et sévère, puis se retourna vers les autres. Elle referma la porte, appuyant son front contre le bois frais. Elle se sentait comme une prisonnière dans sa propre maison, piégée par la force invisible qui était sortie de son jardin. La nuit tomba, et avec elle vint un chœur de sons qui lui glaça le sang. De toutes les directions venait le crépitement agité du mouvement sous le sol. Parfois, cela montait en surcharge soudaine, comme des vagues battant contre un rivage, puis s'estompait à nouveau en un faible bourdonnement. Le sol de sa maison vibrait légèrement, assez pour faire teinter la vaisselle dans ses placards. Evelyn resta assise dans sa cuisine, toutes les lumières éteintes, écoutant dans la terreur. À travers les murs, elle entendait des fragments de voix, des radios crépitantes, des bottes craquant sur le gravier. Les responsables étaient toujours là, montant la garde, mais leur présence ne faisait pas grand-chose pour calmer sa peur. Si quoi que ce soit,
La gravité de leur arrivée ne faisait qu'approfondir son effroi. Près de minuit, il y eut une soudaine explosion d'activité dehors. Des hommes crièrent, de l'équipement fut traîné rapidement à travers la cour, et des projecteurs s'allumèrent, inondant les buttes d'une lumière blanche et dure. Evelyn se précipita vers la fenêtre malgré sa peur, tirant le rideau juste assez pour voir. Ce qu'elle vit lui coupa la respiration. La plus grande butte s'était rompue, son flanc s'ouvrant largement en une fissure dentelée. De l'intérieur se déversa une masse impie de fourmis, des millions d'entre elles, leur corps luisant tandis qu'elles se déversaient en flux sans fin. Les projecteurs captèrent leurs mouvements, transformant la marée sifflante en un cauchemar de formes frétillantes. Les responsables réagirent immédiatement, avançant avec des pulvérisateurs qui libéraient des nuages de brume blanche, mais le nuée résista, faisant irruption vers l'extérieur, pour ne se retirer soudainement que dans la fissure comme si elle était guidée par un commandement caché. Evelyn se porta une main à la bouche pour étouffer un cri. Son chien gémit à ses côtés, se blottissant contre ses jambes. Elle recula de la fenêtre, le cœur battant, peinant à respirer. Elle ne réagissait pas au hasard. Elle bougeait avec intention, se retirant et avançant en vagues coordonnées, leur nombre si vaste que la terre elle-même semblait vivante. Elle pensait être préparée à tout, mais la vue de ce flot dépassait ce que son esprit pouvait facilement saisir. La commotion à l'extérieur dura des heures. Elle entendit le rugissement des moteurs, alors que d'autres équipements étaient amenés, le cliquetis du métal alors que de lourds conteneurs étaient mis en place, l'aboiement régulier des ordres et les voix brèves. Parfois, elle entendait des explosions étouffées comme si des charges explosives étaient imposées profondément dans le sol, suivies par l'odeur âcre de produits chimiques flottant par ses fenêtres. Pourtant, les sons sous le sol ne cessèrent pas. Les vibrations se poursuivirent sans relâche, infatigables, comme si la colonie sous son jardin s'étendait plus loin que tous n'osèrent l'imaginer. Au lever du soleil, elle était les yeux vides, son corps tremblant d'épuisement et de peur. Elle se posta à nouveau à sa fenêtre et vit les buttes maintenant noircies et balafrées par l'assaut de la nuit, leur surface recouverte d'étranges résidus. Pourtant, elle tenait toujours plus haute qu'une butte ordinaire n'aurait le droit de l'être, leur base s'étendant plus largement sur la cour. Autour d'elle, l'herbe était morte, la terre craquelée et pâle. Elle pouvait voir de nouvelles fissures s'ouvrir dans la terre, de fines lignes qui rayonnaient vers la rue, vers la clôture du voisin. Quand Richard revint sur son porche, son visage était grave. Il expliqua à voix basse que les fourmis étaient plus agressives que toute espèce qu'ils aient jamais rencontrée. Elles ne se dispersaient pas sous l'attaque, mais se regroupaient, répondant avec une organisation qui troublait même les plus expérimentés d'entre eux. Leur piqûre, dit-il, était exceptionnellement grave, capable de provoquer des réactions dangereuses, voire la mort. La colonie elle-même, selon les derniers scans radars, s'étendait bien au-delà de sa propriété. Ce n'était pas une simple infestation, c'était, selon ses termes, une menace biologique. Evelyn écouta en silence, l'estomac noué, son esprit ayant à peine la capacité de contenir le poids de ses mots. Une menace biologique. Elle pensa à son jardin, autrefois son refuge, maintenant transformé en un champ de bataille entre l'homme et quelque chose d'ancien, d'implacable, d'étranger dans son unité. Elle pensa à ses voisins, inconscients de la menace qui se propageait sous leurs pieds, et elle pensa à sa propre maison, se tenant fragile et temporaire au-dessus d'une force assez vaste pour la dévorer entière. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait à nouveau derrière les cyprès, et que les responsables se préparaient pour une autre nuit de confinement, Evelyn était assise seule dans son salon, fixant le verre d'eau tremblant sur la table devant elle. Les vibrations ne cessèrent jamais. Elle palpitait à travers ses murs, ses sols, son corps même, et elle comprit avec une clarté terrible que sa vie, qui avait été si ordinaire, si remplie des joies simples de la terre et des semences, avait été avalée par quelque chose au-delà de sa compréhension. Le danger sous son jardin n'était plus caché. Il était révélé maintenant, terrible dans son ampleur, indéniable dans sa puissance. Et il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas consommé tout ce qui se trouvait sur son chemin. Le matin qui suivit, la plus longue nuit de sa vie, commença non pas par le chant des oiseaux, ni par le bourdonnement réconfortant des cigales, mais par le rugissement strident de machinerie lourde arrivant dans la rue. Evelyn n'avait pas dormi du tout. Elle était restée assise dans son fauteuil, les yeux fixés sur la fenêtre où les projecteurs avaient brûlé toute la nuit, transformant son jardin autrefois verdoyant en une scène macabre où des hommes en uniforme luttaient pour contenir la marée vivante sous son sol. Son chien s'était recroquevillé à ses pieds,
son corps tremblant chaque fois que le sol secouait. Ses yeux grands et hagards. La vibration ne s'arrêta jamais. Elle pulsait à travers la maison comme le cœur de quelque chose d'énorme, invisible, mais toujours présent. Quand elle se leva pour tirer les rideaux, elle vit une scène qui la remplit à la fois d'effroi et d'incrédulité. D'énormes camions étaient arrivés, apportant avec eux d'immenses conteneurs en acier et de longs tuyaux qui serpentaient à travers sa cour. Une équipe d'hommes en tenue de protection se déplaçait avec une détermination rapide, leurs bottes s'enfonçant dans la terre meuble et ruinée. Au centre de tout cela se dressaient les buttes, gonflées et fissurées par l'échec du confinement de la nuit. Leur masse était si massive maintenant qu'elle ressemblait moins à des nids qu'à d'étranges formations géologiques, des collines contre nature qui n'avaient pas leur place dans son jardin. Même balafrées par des produits chimiques et brûlées par le feu, elles tenaient bon, tremblant légèrement comme si quelque chose à l'intérieur résistait avec une force sans fin. Richard réapparut sur son porche, le visage tiré par l'épuisement. Il portait un presse-papier, mais y jeta à peine un coup d'œil en parlant. Ses paroles étaient calmes, mais sa voix portait le poids de la finalité. Ils avaient pris la décision de remplir le réseau souterrain de béton. C'était le seul moyen, expliqua-t-il, d'empêcher la colonie de se propager de manière incontrôlable. Le poison avait échoué, le feu avait échoué. Même les pulvérisations chimiques à haute pression n'avaient fait que provoquer les insectes en vagues frénétiques. La taille pure de la colonie, sa cohésion surnaturelle, son adaptabilité terrifiante, rien de tout cela ne pouvait être géré avec des moyens ordinaires. Les tunnels s'étendaient trop loin, les nombres étaient trop vastes. Le béton versé en volume massif durcirait dans les canaux et les chambres, enfermant l'essaim, étouffant la vie en dessous d'une tombe de pierre. Evelyne écouta en silence, la bouche sèche, la gorge serrée. Elle ne pouvait que hocher la tête, bien que son estomac se tordît à cette pensée. Enterrer une infestation sous du béton, ce n'était pas contrôler les nuisibles. C'était une inhumation. Pourtant, même elle, sans connaissance de telles choses, savait que c'était nécessaire. Rien d'autre ne pourrait retenir ce qui vivait sous son jardin. Rien d'autre ne pourrait résister à la vue de ces millions sans fin, se déplaçant à l'unisson. Le travail commença immédiatement. Les camions se positionnèrent le long de l'allée, leurs moteurs faisant vibrer les vitres. Les hommes traînèrent les tuyaux vers la plus grande butte, ancrant les bus en place avec de lourds pieux. Lorsque les pompes rugirent, le sol trembla d'une nouvelle violence. Une boue grise et épaisse se déversa dans la terre, coulant à travers les fissures et les crevasses, disparaissant dans le labyrinthe caché en dessous. Evelyne serra le cadre de la fenêtre avec ses deux mains alors qu'elle regardait. Au début, le sol sembla résister, les buttes tremblant violemment tandis que les fourmis jaillissaient à nouveau en vagues furieuses, grouillant sur les tuyaux et les bottes protectrices des ouvriers. Les hommes crièrent, piétinant et pulvérisant, tenant leur position pendant que le béton coulait sans relâche vers le bas. L'air se remplit de l'odeur âcre du répulsif chimique et du faible sifflement de millions de petits corps se déplaçant avec rage. Le nuage subit recula, subit à nouveau. C'était comme regarder une marée se briser contre une digue, désespérée de percer. Mais lentement, douloureusement, la marée faiblit. La boue remplit les tunnels, durcissant à mesure qu'elle se répandait. Les fissures dans les buttes s'immobilisèrent. Les vibrations s'estompèrent peu à peu. Après des heures de pompage incessant, le mouvement sifflant ralentit. En fin d'après-midi, le silence tomba sur le jardin pour la première fois depuis des semaines. Evelyne resta debout près de la vitre longtemps après que les pompes furent arrêtées, fixant les formes durcies qui avaient été des buttes de terre mouvantes. Elle n'était plus animée par des tremblements, ne déversant plus de rivières d'insectes. Elle se tenait immobile, faucillée sous le poids de tonnes de béton. Les hommes se déplacèrent prudemment parmi elles, tapotant les surfaces, testant leur solidité. Il n'y avait plus d'éruption, plus de vibrations. La force vivante était enfermée. Dans les jours qui suivirent, la cour fut transformée en quelque chose d'irréalisable. Des équipes revinrent avec des excavatrices, creusant soigneusement autour des masses durcies. Le sol s'ouvrit sous leurs machines, révélant des structures extraordinaires en dessous. Evelyne regarda depuis son porche tandis que le premier des moules massifs était soulevé du sol. Ce qui émergea ressemblait à une sculpture d'architecture extraterrestre, de vastes chambres figées dans la pierre, des tunnels tordus comme des veines, des réseaux complexes ramifiés selon des motifs trop complexes pour être conçus par l'esprit humain. Les ouvriers et les scientifiques se tenaient émerveillés, leurs voix feutrées, comme s'ils avaient mis au jour une cathédrale. La nouvelle se répandit rapidement. En une semaine, des camions d'information longèrent la rue étroite,
leurs antennes paraboliques pointées vers le ciel. Des reporters se pressèrent aux abords de sa propriété, leur voix haletante, tandis qu'ils parlaient de l'une des plus grandes colonies de fourmis de feu jamais découvertes. Des photographies des moulages apparurent en ligne, montrant la complexité stupéfiante de la forteresse souterraine qui se cachait sous son modeste jardin. Le nom d'Evelyne fut murmuré dans les gros titres, son histoire racontée dans de brefs extraits, qui la faisaient ressembler à une spectatrice dans sa propre vie. Il disait qu'elle avait découvert la menace. Il disait que son appel à l'aide avait mené à une découverte scientifique monumentale. Mais il ne parlait pas des nuits où elle était restée éveillée à écouter la terre respirer, de la façon dont la peur s'était installée dans ses os comme une maladie incurable. Des scientifiques arrivèrent des universités, leur voix empreinte d'admiration alors qu'ils décrivaient la colonie. Certains s'émerveillaient de son ampleur, d'autres de la brillance évolutive de son organisation. Ils préservèrent le moulage, coupant des sections pour les exposer dans des laboratoires et des musées. Une partie de la plus grande chambre fut transportée, intacte dans une installation à bâton rouge, où elle serait étudiée, à la fois comme une merveille naturelle et un avertissement. Evelyne les entendait en parler comme d'un monument, un témoignage extraordinaire du pouvoir des architectes de la nature. Mais pour elle, c'était une pierre tombale, une marque de tombeau sur la chose qui lui avait volé sa paix et envahi sa maison. Son jardin était parti, le sol était balafré, les plantes détruites, l'air lourd du souvenir des produits chimiques et des machines. La maison tenait toujours, mais elle ne lui semblait plus être la sienne. La nuit, elle s'asseyait près de la fenêtre et fixait les formes durcies qui restaient, les protubérances de béton s'élevant comme des reliques. Elle essayait d'imaginer le silence comme la sécurité, mais ses oreilles sonnaient encore des vibrations fantômes. Son corps se préparait encore au tremblement qui avait fait teinter sa vaisselle et l'avait tenue éveillée. Elle rêvait souvent du nuage, des rêves d'innombrables corps se déplaçant à l'unisson, de terre s'effondrant sous ses pieds, d'être avalée tout entière dans l'obscurité. Les voisins parlaient de vendre leur maison, de déménager. Certains l'accusaient d'avoir attiré l'attention sur le problème, bien qu'elle n'eût fait qu'essayer de survivre. D'autres la remerciaient, disant que les autorités n'auraient jamais rien su sans son insistance. Evelyne les écoutait, mais se sentait détachée, comme si sa vie était devenue une histoire racontée par d'autres, un spectacle rejoué aux informations du soir. Elle ne reconnaissait plus ses journées calmes, son jardinage paisible, ses soirées passées à fredonner en arrosant ses tomates. Ce monde était parti. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel en indigo profond et que l'air devenait calme, elle sortit sur son porche avec son chien à ses côtés. La cour s'étendait devant elle, stérile et étrange, balafrée par l'excavation, dominée par les restes fossilisés des buttes. Elle les fixa en silence pendant un long moment, sa poitrine serrée. Elle se dresserait là pendant des années, peut-être pour toujours. Des monuments à ceux qui avaient vécu et prospéré inaperçus. Les gens viendraient les étudier, s'émerveiller de leur conception, parler sur un ton révérencieux de la puissance des architectes de la nature. Mais seule elle se souviendrait de ce que l'on ressentait lorsque le sol tremblait de leurs fains agités, lorsqu'elle se tenait seule dans sa cuisine, avec la peur serrant ses côtes comme un étau. Sa vie avait été réécrite par la chose sous son sol. Elle n'était plus simplement une femme avec un jardin en Louisiane. Elle était une femme dont la cour avait révélé un monde caché, dont le refuge avait été consommé par une colonie de feu et de fureur. Et alors qu'elle se tenait là dans la lumière déclinante, les cigales silencieuses, l'air épais et attendant, elle sentit une certitude froide s'installer dans ses os. Même si le sol était calme maintenant, même si la menace était enterrée et étudiée, elle ne regarderait plus jamais sa terre sans se demander ce qui pourrait s'agiter d'autre en dessous. Caché, patient, attendant son heure pour se lever. N'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement pour ne jamais manquer la prochaine histoire choquante. Regardez nos autres vidéos dès maintenant pour encore plus de découvertes incroyables. Et partagez celle-ci avec vos amis pour qu'ils puissent la voir.